Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Léna Crollo, CEO et fondatrice de Believe, une solution de dématérialisation des tickets de caisse éco-responsables, créée il y a 2 ans et déjà intégrée avec plus de 50 éditeurs de caisse. Nous allons parler d'entreprise à mission, de la place des femmes dans la tech, des réseaux start-up et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bien installé? Parfait. Parfait. Un petit café encore? C'est bon. Okay. Bonjour Léna. Bonjour. Bienvenue dans FinTech Club. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors si tu veux bien, pour commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Léna, j'ai 22 ans. J'ai cofondé Believe avec Ruben et David. Et avant de ça, j'ai grandi à Paris. Je suis partie faire mes études aux États-Unis. Et ensuite, en rentrant, on a tout de suite cofondé Believe avec Ruben et David. D'accord. J'ai déjà plein de questions. Il y a déjà un parcours qui est une aventure aux États-Unis, une start-up donc fondée tout juste 20 ans, puisque tu l'as fondée déjà il y a presque 2 ans. Ouais. Donc, bon. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Believe déjà, pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est, ce que vous avez créé et quel est l'objectif de Believe? Bien sûr, Believe, c'est une solution de dématérialisation de tickets de caisse éco-responsables. L'idée, c'était, avec la loi anti-gaspillage qui arrive, évidemment d'arrêter d'imprimer des bouts de papier. C'est aussi éviter d'envoyer par mail, pour plusieurs raisons. Ça prend beaucoup de temps en caisse de donner son mail. C'est une donnée personnelle qu'on ne peut pas forcément partager. Et surtout au niveau de l'impact, en fait, envoyer un ticket en PDF par mail peut avoir un impact supérieur à un ticket en papier. Donc ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc nous, on voulait avoir une solution qui tacle vraiment ces 2 axes-là. Et donc on passe par le QR code. Donc en fait, le client va faire ses courses comme d'habitude, va payer comme d'habitude, et ensuite va scanner un QR code en caisse sans aucune inscription ni téléchargement nécessaire. Donc pas de partage de données requis tout de suite. Et va récupérer son ticket instantanément sur le navigateur de son téléphone. Et en fait, on est parti de cette démat de tickets et on a rajouté des options pour apporter de la valeur aux retailers, donc notamment de fidélité, de collecte d'avis clients et de communication. Ok, donc il y a déjà beaucoup d'avantages dans ce que tu dis par rapport à l'idée qu'on se fait ou ce qu'on a pu déjà expérimenter, ce qui existe déjà dans ce qu'on appelle la dématérialisation du ticket. Donc déjà, on flash un QR code. Plutôt que de devoir rentrer dans un TPE son email ou son numéro de téléphone. Donc déjà, c'est instantané, c'est facile, on flash le QR code. Deuxièmement, il n'y a pas d'appli à télécharger, donc si je comprends bien, c'est juste une page qui s'ouvre tout de suite. C'est ça. Et on a immédiatement le ticket. Exactement. Ensuite, donc tu dis que c'est beaucoup plus responsable qu'un envoi en fait, de tickets par email. Alors là, on en avait déjà parlé, et bon, c'est, je pense, quelque chose qui interpelle tout le monde à chaque fois que tu le dis quand même. C'est assez étonnant. Je pense que tout le monde a ce biais de se dire que, en fait, éviter d'imprimer un ticket et le recevoir par email, c'est mieux. En fait, pas forcément. C'est ça? Pas forcément, exactement. Alors, il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte, mais un PDF, c'est lourd, c'est une image qui va être attachée à un email, qui va être envoyé. Un email, ça parcourt en moyenne 15 000 km. Et derrière, ça va être stocké dans des serveurs qui sont à 95% pas des serveurs optimisés en termes d'économie d'énergie. Donc c'est vraiment là-dessus en fait, que chaque étape pose problème. Et en termes d'impact plus général, ça nécessite aussi le partage d'une donnée personnelle qui est l'email. Et derrière, on sait très bien qu'il y a beaucoup de marques qui l'utilisent sans forcément le consentement nécessaire d'ailleurs pour retargeter les gens. Et donc c'est pas vraiment une protection de la vie privée pour le coup, et nous c'est vraiment les 2 côtés de l'impact, le côté vie privée et le côté environnement qu'on a voulu préserver. Oui, c'est vrai que c'est aussi un frein de systématiquement devoir donner son numéro de téléphone ou son adresse email pour recevoir le ticket, en plus d'être un peu pénible, un peu long. Il y a toujours ce ressenti, quoi. On n'a pas forcément envie de donner ces informations, c'est pas ce qu'ils vont en faire derrière. Donc là, c'est instantané, on flash le QR code, la page s'ouvre. C'est ça. C'est éco-responsable, il n'y a pas de risque par rapport aux données. Et en plus,
vous ouvrez le consommateur à un nouvel univers qui apporte aussi de la valeur aux commerçants. Exactement. Exactement, en fait, l'idée, c'est que, comme je disais, on est vraiment parti du ticket. Et en fait, on a rajouté des briques qu'on peut activer ou non en fonction des commerçants. Et l'idée, c'est de centraliser en un seul geste le plus de briques de valeur pour gagner du temps en caisse, simplifier l'utilisation pour l'utilisateur et mettre en valeur ce que le commerçant ou le retailer veut mettre en avant. Donc, par exemple, la fidélité. On a un module de fidélité qui permet soit de créer le programme pour le retailer, soit d'intégrer l'existant. On a des partenariats avec des logiciels de fidélité pour en fait, au-dessus du ticket, systématiquement mettre en valeur le programme de fidélité de l'enseigne en disant si vous aviez été dans ce programme, vous auriez gagné X points et vraiment montrer la valeur qu'il y a à être dans le programme et pas juste demander un formulaire de 15 champs à rentrer avant de pouvoir penser à connaître la valeur du programme et accumuler des points. Donc l'idée, c'est de faire rentrer les gens dans le programme d'une manière beaucoup plus saine, en leur montrant la valeur qu'il y a à le faire avant de leur demander des infos personnelles. Et donc ça, même sans télécharger d'appli, donc en fait, juste en flashant ce QR code systématiquement, la page qui va s'ouvrir va récupérer ces informations, elle va reconnaître que c'est telle personne qui a tel nombre de points de fidélité et connecter toutes ces informations pour le commerçant et pour le consommateur. Alors d'abord pour le consommateur, effectivement, en fait, on va, avant que la personne se crée un compte, si elle scanne le QR code régulièrement, on va lier tous ses tickets et donc ses points de fidélité pré-cumulés entre guillemets avec son téléphone. Et donc en fait, si par exemple la règle de fidélité du magasin c'est 1 euro égale 1 point, que ce mois-ci j'ai dépensé 500 euros dans une boutique, Billy va pouvoir me dire t'as déjà entre guillemets pré-cumulé 500 points du programme de fidélité, clique ici pour t'inscrire et pour les utiliser. Mais on force à rien, c'est pas du tout obligatoire et en fait ça permet de montrer la valeur et de dire aux gens que c'est bienveillant quand on leur demande de s'inscrire. Mais là vous allez beaucoup plus loin que le pitch du ticket dématérialisé. Là c'est carrément une solution à part entière quasiment, vous pourriez ne faire que ça presque, qui ouvre sur comment digitaliser la fidélisation, la faciliter, la fluidifier et puis la dynamiser. Et la rendre attractive, effectivement, sans être trop pushy. C'est assez intéressant aussi. C'est hyper intéressant. C'est pour ça que, effectivement, c'est un métier à part entière. C'est pour ça qu'on a aussi des partenariats avec des logiciels de fidélité et on vient les mettre en avant sur notre plateforme. L'idée, c'est pas de devenir 100% expert là-dedans. On va plutôt mettre en avant les programmes qui sont déjà en place dans des magasins. On a, nous, un programme de fidélité, mais qui est assez basique pour plutôt les petits commerçants. Mais c'est vrai que oui, on se voit un petit peu comme le Linktree du ticket de caisse, c'est-à-dire qu'on a envie de mettre en valeur les briques en prenant des API d'autres acteurs pour les mettre sur le ticket. Donc ça peut être de la fidélité, les avis clients, des offres, vraiment tout ce qu'on veut en fait. Surtout que la fidélisation, comme on l'entend dans les grands réseaux, n'est pas forcément déployée de la même façon dans les petits commerçants. Exactement. On va avoir la petite carte classique, on met les coups de tampon et au bout de 5 passages, on a un repas offert. Je sais pas, mais alors déjà, ça permet de ne plus avoir ces cartes. Donc là aussi, d'un point de vue éco-responsable, c'est plutôt pertinent. Mais vous apportez aussi cette possibilité à ces petits commerçants de vraiment travailler sur un programme de fidélisation. Ouais. Qui soit innovant et qui effectivement aille un petit peu plus loin que la carte, parce qu'on permet notamment de récompenser les clients en fonction du montant qui a été dépensé, puisqu'on est connecté à la caisse, alors que la carte, forcément, c'est un passage, entre guillemets, donc c'est plus compliqué d'aller faire un programme un peu plus précis. Et vous vous arrêtez pas là. Et on ne s'arrête pas là. Vous allez encore plus loin, puisqu'il y a aussi une partie communication, satisfaction. Vous donnez la possibilité, si j'ai bien compris, aux consommateurs en plus de mettre une appréciation sur le commerçant. Exactement. En fait, les avis clients, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est très important. Les avis Google notamment, pour commencer. Il faut savoir que 90% des gens regardent les avis sur Internet avant d'aller consommer quelque part. Donc c'est très important pour un retailer d'avoir beaucoup d'avis, d'en avoir de bons et d'en avoir régulièrement. En fait, avec Believe, on arrive à capter un moment du parcours d'achat qui est absolument clé, parce que la personne a son téléphone dans la main et encore dans le magasin où vient de sortir, vient de vivre l'expérience, et en un clic, on lui permet de laisser un avis Google. Alors ça peut être d'autres types d'avis comme du NPS, enquête interne, pareil, on s'intègre avec des acteurs
spécialistes du sujet. Mais en moyenne, en fait, on arrive à multiplier par 5 le nombre d'avis qui sont collectés. Et surtout, c'est 95% d'avis 5 étoiles. Parce que ça permet justement de capter. En fait, en France, et partout dans le monde, mais surtout en France, on a un peu cette manie de quand on n'est pas content, on va le dire et on va l'écrire partout. Ça, oui. En revanche, quand on est content, on va pas forcément faire l'effort d'aller chercher le profil Google, etc. de l'enseigne. Et là, on permet justement à tous ces gens qui sont contents, mais qui ne l'auraient pas forcément dit, de le dire. On l'a vu il n'y a pas longtemps lors du vote dans Paris. Pour ou contre les trottinettes. Exactement. Donc là, ça aussi, c'est super intéressant pour les petits commerçants qui n'ont pas forcément de visibilité sur Google, parce que pas forcément le temps, pas forcément le budget pour investir dans de la com, dans du contenu ou autre. Et donc là, effectivement, tu leur donnes la possibilité d'avoir cette visibilité et en plus d'avoir des notes très positives. 95% de 5 étoiles. Si en plus tu multiplies par 5 ce genre d'avis, ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Donc, petit ou gros commerçant, de toute façon, vous pouvez potentiellement adresser n'importe quel type de client, quelle que soit sa taille, quel que soit même son secteur d'activité. Absolument, tant qu'il y a une caisse, voilà. nous ça nous va. et donc, à la fois solution de démat, de fidélisation, et donc communication, visibilité. Donc, c'est quand même assez complet. Exactement. Assez incroyable. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un petit retour en arrière pour savoir comment tu en es arrivé là aussi vite en plus. Donc en 2017, donc il y a 5-6 ans, tu pars à New York faire des études. Alors en fait, je suis partie d'abord à Austin, au Texas. D'accord. Juste après mon bac. Et j'ai choisi Austin parce qu'il y avait une super école de business là-bas, donc à l'école UT. Et en fait, je me suis très vite rendu compte de deux choses, notamment, premièrement, que le Texas, c'était pas forcément pour moi. En venant de Paris, j'avais besoin d'être plutôt dans une grande ville, alors que le campus était plutôt très à l'américaine avec un énorme stade, etc. Et deuxièmement, que j'avais beaucoup plus envie d'incorporer la tech dans mon parcours, parce que j'étais en business school, il y avait 2-3 notions techniques, mais c'était pas assez, selon moi. Et en fait, j'ai découvert un programme à NYU, donc New York University, qui est un double diplôme économie informatique, qui met vraiment sur le même niveau ces deux matières, ce qui est assez anodin. D'habitude, c'est l'un ou l'autre. Et donc, ça m'a tout de suite donné envie. En plus, New York, forcément. Bien sûr. Donc, j'ai transféré en deuxième année et je suis arrivée à New York en deuxième année. Ça fait rêver. Et donc, t'es resté combien de temps à New York ? 4 ans ? Aux États-Unis, en tout 3 ans et demi, parce qu'il y a eu le Covid, donc on a dû rentrer à la fin. Donc 1 an à Austin et 2 ans et demi à New York. D'accord, ok. Et donc New York University, ça a été le coup de foudre tout de suite ? C'est ça. Honnêtement, c'était une expérience assez incroyable d'être dans la ville de New York, en plus, selon moi, dans un des meilleurs quartiers, avec des gens. C'est une fac qui est très, très internationale. Donc j'ai rencontré des gens de partout. C'est vrai qu'à Austin, c'était très, très américain, très, très texan. Là, l'intérêt, c'est qu'il y avait beaucoup de monde de partout. Beaucoup plus cosmopolite, ouais. Vraiment. Et dans la fac et dans la ville de manière générale. Oui, ça reste New York. Donc, oui, bien sûr. Donc ça, c'était super. Mais dans la fac aussi. Dans la fac aussi. C'est une des facs qui a le taux d'étudiants internationaux le plus élevé du pays. D'accord. Normal. Donc, belle expérience. Et en plus des cours que tu suis, tu es très active sur le campus, dans des associations. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des quelques associations dans lesquelles tu t'es investi et pourquoi ? Ce qui t'a plu ? Bien sûr, il y en avait 2 principales. C'était TEDx NYU. Comme on connaît TEDx, l'idée c'était d'organiser un TED par semestre. Et donc c'était vraiment organisé que par des étudiants pour un public beaucoup plus large. Il n'y avait pas que des étudiants au TEDx. Et l'idée donc c'était de sourcer les speakers, d'organiser l'événement. C'était vraiment de l'organisation, team project, etc. Et c'était soutenu par TED. C'est la même organisation, c'est TEDx, et effectivement au sein de NYU. C'est ça. Avec des intervenants qui pouvaient venir de n'importe où. Ouais. C'est toi qui les choisissais ? C'est vous qui les choisissiez pour... Ouais. En fait, exactement. On choisissait le thème de la conférence et en fonction, on allait choisir les profils qui nous intéressaient pour venir parler.
Et donc, un événement par semestre. Okay. Exactement. Et donc, t'en as fait combien Je suis restée 1 an et demi, j'en ai fait 3. Mais le dernier semestre, comme on était un peu plus... Enfin, c'est le moment où il y a eu le Covid, donc là, ça s'est fait en ligne, c'était moins sympa. Ah d'accord, vous l'avez quand même fait en ligne. Ok, ouais. Intéressant. Et donc c'était ouvert à tout le monde, tu disais. Exactement. Et t'as organisé quel type d'événements, sur quelle thématique? Est-ce qu'il y a eu des intervenants Je pense que on a eu... Le premier, c'était sur l'effet du cerveau sur le corps. Et donc, il y avait une scientifique neurosciences, il y avait une psychiatre, il y avait aussi une étudiante qui avait un projet de thèse sur des technos liés au cerveau dans l'école d'ingé. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc là, tu avais effectivement connecté une experte reconnue sur le sujet et une étudiante de NYU. C'est ça. Qui présentaient ensemble un peu non, leur c'était vision un peu des choses. chacun leur thèse. Mais c'était connecté au thème, d'accord. Ouais, exactement. Intéressant. Ok. Bon, bah écoute, super intéressant. Donc ça devait être une expérience. Vous étiez combien à NYU dans l'asso à travailler sur ce projet? On devait être une trentaine, je dirais, maximum. Ouais. Excellent. Et donc une autre asso, Net Impact. Net Impact, c'était, je pense, ma préférée de toutes. Le projet, c'était en fait de faire venir des startups à impact une fois par semaine sur le campus, avec 2 ou 3 problématiques. Donc, par exemple, comment toucher des clients entre 18 et 24 ans à New York, comment me faire voir auprès de telle cible, comment avoir un business model plus efficace, sachant que je vends à telle personne, enfin voilà, des choses assez précises. Et en fait, on avait des sessions de consulting, entre guillemets, chaque groupe s'occupait d'une problématique, et au bout des 2-3 heures de réflexion, on leur présentait un peu nos idées. Donc ça, c'était génial parce que chaque semaine, c'était des startups complètement différentes, des industries complètement différentes, et des startups qui aujourd'hui d'ailleurs sont assez visibles et que je vois passer partout, donc c'est cool. C'est excellent. Par exemple il y a Lemonade qui fait l'assurance, il y a Bowery Farming qui fait des légumes en fait, qui ont grandi dans un hangar à Brooklyn, mais qui sont sustainable, etc. En permaculture ou... Exactement. Excellent. D'accord. Donc, une fois par semaine, ça c'était un autre rythme. Et ça devait être assez intense et assez passionnant. Et vous arriviez à sourcer, à trouver des startups intéressées, à les faire venir. Et pendant cette journée, c'était une journée par semaine, c'est ça? Une après-midi? C'était une soirée. Une soirée. Ouais. Vous arriviez à canaliser, à orchestrer, et de façon à ce que ça reste pertinent pour vous et pour les startups qui venaient. Il y avait un livrable où vous arriviez à... C'était généralement... en fait, on était dans les salles de classe, donc on travaillait sur les tableaux. Okay. Et puis, en parallèle, on prenait des notes et on leur faisait un récap. D'accord, ouais. Mais c'était assez quali parce que pour rentrer dans l'asso, il y avait quand même 2-3 rounds d'interviews. Ils aiment bien ça aux États-Unis, les interviews. Challenger, c'est trop facile. Exactement. Donc, pour le coup, c'était que des gens très intéressés par le sujet, et c'était d'autant plus intéressant. Extraordinaire. Premier pas dans l'impact avec Net Impact, ou c'est la première fois que tu t'investissais comme ça dans cet écosystème, dans cette mission un peu? J'avais fait des stages dans des startups à impact juste avant, mais c'était au même moment en fait où vraiment mais Net Impact, c'était vraiment l'expérience qui m'a montré que j'avais vraiment envie de travailler dans ce monde tech et impact, et que en fait résoudre des problèmes, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, donc ça, tu le savais déjà? Ça l'a confirmé en tout cas. Mais ça l'a confirmé, et tu as eu le déclic pour effectivement la réunion de tes 2 passions, tech et impact. C'est ça. Et les autres stages, donc tu disais, donc effectivement on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a eu Roger Voice ou Uncle. Tu peux nous en parler un petit peu aussi? Ouais, effectivement, comme j'étais étudiante aux États-Unis, j'avais pas forcément de convention de stage classique. Ils n'étaient pas habilités en fait à délivrer une convention de stage, donc j'étais obligée de
J'étais en auto-entrepreneur, ce qui était un peu compliqué pour trouver des stages, forcément. C'était uniquement 2 mois, parce qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 mois de vacances l'été. Donc pas facile de trouver, c'est pas un modèle qui rentre très bien dans les cycles français. Mais effectivement, à chaque fois, je voulais faire un stage dans une start-up, dans des domaines complètement différents pour voir un petit peu. Enfin, dans des industries différentes. À chaque fois, c'était en product ou data. Parce que c'était les 2 sujets qui m'intéressaient le plus. Et en réalité, j'ai touché à beaucoup de choses différentes, forcément, dans les startups, mais c'était super de pouvoir avoir ce côté un peu professionnalisant, et surtout en France, parce que j'étais en contact avec beaucoup de startups à New York via Net Impact, et je voyais du coup la différence entre les deux, bien sûr. Elle est notable, donc c'était intéressant. Comment tu décrirais cette grande différence entre les 2 écosystèmes français et new-yorkais en tout cas? Je dirais qu'aux États-Unis, ils ont un rapport au travail qui est complètement différent. Même les étudiants, en fait, c'est très rare d'avoir, même en termes de vacances, en termes d'horaires, etc. Ils ont un sacrifice beaucoup plus facile, entre guillemets, ce qui n'est pas forcément positif, parce que certains, forcément, finissent en burn-out. Mais c'est vrai même les étudiants, je n'avais pas vu cette expérience-là en France, d'avoir des étudiants qui bossaient autant dans le cadre d'une asso, pas rémunérés, juste parce que ça les intéresse et qui voulaient se préparer au mieux pour ensuite se candidater à des jobs, etc. Mais alors, tu parles de sacrifice parce que, bien évidemment, c'est du temps investi et donc qui est déduit du temps perso. Mais c'est aussi une volonté, c'est pas subi. Oui, bien sûr. Il y a peut-être une partie culturelle, mais si je reprends ce que tu disais, c'est parce qu'ils souhaitent réussir, parce qu'ils souhaitent aller plus vite, et donc c'est du temps qu'ils décident d'investir. Exactement. Beaucoup plus facilement qu'en France, en tout cas. En fait, ils se posent pas la question. Pour eux, c'est normal Ils ont ce drive, quoi, comme on dit. Beaucoup plus qu'en France. J'ai trouvé. Après, je pense que c'était à New York, c'est à NYU. Oui, voilà. C'est un peu au top du top, donc c'est sûr. Et donc Roger Voice, là aussi, donc intéressant, c'est une appli qui permet aux malentendants de téléphoner, en fait, tout simplement. C'est ça. Exactement, donc c'est assez incroyable, le pitch est assez magique, je trouve. Oui, en fait, ça permet donc aux personnes qui n'entendent pas, quand elles appellent, de lire en temps réel ce que la personne à l'autre bout du fil dit. Et donc l'idée, c'est que la personne malentendante qui parle, parce qu'il y en a certains qui parlent pas, peut lire la conversation et répondre. Et donc en fait, la personne à l'autre bout du fil s'en rend absolument pas compte, mais ça permet à des gens qui avant ne pouvaient pas téléphoner de téléphoner, donc ça a changé tout un monde. C'est de casser cette isolation quelque part qu'ils vivent au quotidien, et donc de pouvoir connecter, communiquer beaucoup plus facilement, interagir. Ok. Et donc là, 2 mois de stage là-bas. C'est ça. C'est génial. Donc, même si on n'est pas dans l'impact, on est quand même dans une certaine forme de mission. Là, on est impact social en tout cas. Impact social fort. Oui. Et ensuite, également donc un stage chez Uncle, qui donc a été racheté par Luco par la suite. C'est ça, exactement. Okay. Et donc là, comment c'est passé Là, c'était très différent parce que le stade n'était pas le même, et c'était une boîte beaucoup plus tech. Et beaucoup plus startup nation entre guillemets. C'était assez différent, mais tout aussi intéressant. Moi, j'étais plutôt sur le côté pareil product, un peu data. Ils collectaient beaucoup de données qu'ils n'utilisaient pas forcément, et donc c'est un peu ma présence qui a enclenché le process. Alors évidemment, j'ai pas tout fait, mais j'avais travaillé avec le CTO pour qu'il puisse m'aider et voir comment on pouvait utiliser toute cette donnée-là, donc c'était intéressant. C'était aussi un domaine complètement différent de ce que j'avais pu faire avant, donc j'ai appris plein de choses, donc c'était hyper intéressant. Et dans toutes ces expériences, dans tous ces stages, j'ai remarqué que tu étais plutôt côté produit, tu étais plutôt product manager, tu n'étais pas sales, même si aujourd'hui tu ne te définis pas comme technique particulièrement, vous avez un CTO, mais finalement depuis le début tu étais quand même intéressé par le produit, quoi. T'avais envie c'est ça qui m'intéresse, de voir comment ça se passait, quoi. Ouais, c'est en fait faire le pont entre justement le côté business et le côté tech, donc sans être CTO et sans être sales, mais justement le produit, c'est un petit peu le croisement entre les deux, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup.
un bon produit, ça fait quand même une grande différence. Ok. Et donc là, c'est à peu près à ce moment-là que le déclic Believe commence à naître, ou en tout cas, peut-être que tu l'avais eu un petit peu avant. Tu vas peut-être pouvoir nous dire aussi quand est-ce que tu l'as eu exactement, quand est-ce que tu as eu cette idée. Je crois que c'était déjà quelques années avant. Mais c'est à ce moment-là que ça se concrétise, quoi. Donc le déclic, ouais. tu l'as eu il y a quelques années avant, hein, je crois. C'est ça. En fait, l'idée, entre guillemets, m'est venue en 2016 par une observation assez banale en magasin de quelqu'un qui reçoit un ticket de caisse 5 fois plus long que l'article acheté, qu'on voit malheureusement tous les jours. Et en fait, bon, à l'époque, 2016, j'étais en première, donc c'était un petit peu compliqué de faire quoi que ce soit. Et en fait, ça m'est resté en tête. J'ai toujours, même quand j'étais à New York et à Austin, eu cette idée un petit peu dans la tête. Et quand j'étais à New York, j'ai rencontré Ruben, qui est aujourd'hui un de mes associés. Et en fait, on avait des cours ensemble en économie, donc on passait beaucoup de temps ensemble. Et il m'a parlé un jour de ticket de caisse aussi. Et donc c'est comme ça que je lui ai raconté l'idée que j'avais. Et en fait, on a commencé à travailler sur le projet quand on était en 3e année à NYU. Donc il nous restait encore 1 an. Et en fait, confinement. Donc moi je rentre à Paris, lui il rentre à Casa, parce qu'il est franco-marocain. Et en fait pendant tout le confinement on a travaillé à distance. On a lancé une landing page qu'on a mis sur LinkedIn pour voir ce que ça faisait concrètement. Et c'est à partir de septembre on est rentré, donc notre dernière année d'études on était complètement à distance. Et en fait la journée on était à Station F et le soir on avait nos cours avec le décalage horaire, quoi. Alors ce qui est vraiment intéressant, ce qui m'avait marqué la première fois qu'on s'était rencontrés, c'est que aujourd'hui en France, il y a une loi qui est passée, qui devait s'appliquer en avril, mais qui a été un peu retardée, la loi AGEC, pour justement forcer un petit peu la dématérialisation des tickets. Mais donc toi, tu as eu cette idée avant que cette loi existe. Donc il y a eu un mélange de vision, de ressenti, de préscience un peu, et en même temps de timing assez incroyable. Où tu as eu ce ressenti, vous vous êtes mis à travailler dessus, et puis en même temps la loi est passée, puis elle est passée, elle s'est mise en place assez rapidement. Donc, et là vous arrivez, vous avez déjà un produit, une solution absolument adaptée au marché qui va, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup plus loin même que ce simple besoin. Et donc c'est assez étonnant, il y a un alignement des planètes assez incroyable là. Oui, c'est vrai que c'était pas du tout... à aucun moment je me suis dit qu'une loi pourrait interdire les tickets de caisse. Et en fait, effectivement, la loi a été votée 3 mois après qu'on ait commencé à travailler dessus avec Ruben. Mais c'est pas plus... en réalité, c'est pas plus mal parce qu'en 2016, ça aurait été impossible de lancer quoi que ce soit en termes de techno. Parce que, par exemple, les logiciels de caisse n'étaient pas du tout adaptés. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. Donc, je pense qu'effectivement, il y a le timing de la loi, mais il y a le timing de l'écosystème des caisses, des applications utilisées, etc., qui est bien. Et les QR codes, mine de rien, le Covid, s'il y a peut-être un truc positif à retenir du Covid, aussi, bien sûr. c'est le QR code. C'est une des planètes qui a bien aligné le côté QR code, là. Ouais, non, c'est assez magique. Ouais. Non, parce que c'est vrai que souvent, on a l'idée de l'entrepreneur qui voit une loi passer et de façon opportuniste se dit « Ah bon, bah, c'est super, ça veut dire que les mœurs vont évoluer, il y a une opportunité marché, je me lance, je lance l'application qui va répondre à ce besoin. » Donc là, vous aviez un coup d'avance et effectivement, le Covid va aussi faciliter l'arrivée, l'utilisation du QR code qui aujourd'hui est complètement devenu banal, quoi, qu'on utilise tous les jours. Même nos parents ou grands-parents savent flasher un QR code, quoi. D'accord, donc ça c'est assez exceptionnel et en même temps donc vous allez là aussi très vite dans la mise en place de votre idée qui est très claire dès le début, dans des levées de fonds, le développement tout simplement de la solution. Ça s'est fait en 1 an, 2 ans, tout était prêt, tout était lancé. Ça a commencé avec la ruche, vraiment la première montée en puissance. Ouais, la ruche, c'était vraiment le tout premier programme. En fait, on avait un peu un problème avec Ruben, c'est qu'on était à Paris, mais on était encore techniquement étudiants, puisqu'on avait les cours le soir. Et c'est vrai qu'on nous avait dit plusieurs fois, non, on prend pas d'étudiants, donc ça marche pas, vous allez pas être à fond dans le programme d'incubation, etc. Okay. Et donc, avec la ruche, on s'est dit, bon, on va pas leur dire tout de suite. Et on leur a dit au dernier moment, et finalement, ça s'est passé.
Et c'est vrai que la ruche, ça a été vraiment le premier programme qui nous a aidé à nous lancer. On avait un peu aussi un sujet de légitimité parce qu'on était tout jeunes, on l'est encore, mais voilà, c'était vraiment sorti d'école. Ça revenait souvent, ça. Ça revenait souvent. Ça revenait souvent. Des gens qui nous disaient... Quand on regarde les 10, 15, 20 dernières années, le gros de l'entrepreneuriat, de la dynamique start-up, c'est quand même un milieu plutôt jeune, quoi. Plutôt jeune, mais plutôt 25-30. Ouais. Avec 5 ans d'expérience en cabinet de conseil, ce genre de choses. D'accord. Donc, ce qui est très bien, mais c'est vrai qu'au tout début, on avait peut-être pas forcément beaucoup de légitimité et on se prenait 2-3 remarques, pas forcément dans ce sens-là. Donc, la ruche nous a beaucoup aidé au début pour justement gagner en confiance et en se disant, au moins on essaye et on a quelque chose qui peut peut-être tenir la route. Et c'était un programme génial, Les Audacieuses, qui en fait a pour but d'accompagner des projets à impact fondés ou cofondés par des femmes. Donc en plus, il y avait cet aspect-là qui était super intéressant. Et aujourd'hui, la ruche, on est en contact permanent avec la promo aussi. Et ça a vraiment été le programme pour nous au début. Et donc vous avez gagné effectivement, vous avez été lauréat des Audacieuses. Et c'est ça qui vous a permis de réunir un petit peu d'argent pour lancer Believe. Alors, c'est indirectement ça. En fait, c'est la ruche qui nous a ensuite aidé à aller chercher la bourse French Tech de la BPI, qui était, pour le coup, effectivement, la première pierre à l'édifice. D'accord, parce que la ruche, c'était donc principalement communauté, accompagnement, networking. C'est ça. Ok. Et donc, ensuite, via ce prix, ils vous ont aidé, ils vous ont accompagné et ils vous ont permis d'obtenir la bourse donc, de la BPI. Okay. Exactement. Okay. Et donc ça, c'était en 2020. C'était en 2000, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Donc là, vous avez obtenu la bourse BPI dans la même année? Le temps que ça se fasse, c'était mi-2021. Okay. Le temps qu'on monte le dossier, etc. et qu'on reçoive les fonds. Ensuite, en début 2021, on est rentré à Station F, dans le Founders Programme. Et ça aussi, c'était assez rigolo parce qu'on était deux avec Ruben, on est arrivés, on était deux. Et puis toutes les startups autour, ils étaient déjà 14, ils avaient levé 3 fois. Donc, ils nous ont demandé le premier jour, ils sont où le reste? Et on leur a dit, on est deux. 20 ans, mais on a 20 ans, voilà. Donc non, c'était super donc dans le Founders Programme. Et donc on avait pendant un moment Station F et la ruche en parallèle qui se complétaient très très bien pour le coup. Et on a avancé comme ça. Et en fait, à un moment, on a officialisé l'arrivée de David, donc le troisième, qui est le CTO, qui lui avait dû quitter son poste en CDI pour nous rejoindre. Et ensuite, on était 3 à partir de l'été 2021. Vous avez le même âge tous les 3? Non, Ruben et David sont un petit peu plus âgés. Ruben a 2 ans de plus que moi et David 4 ans de plus que moi. Ok. Un ancien, quoi. C'est ça. Ok, et tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est le Founders Programme de Station F? Comment ça se présente, ce que ça apporte, comment ça se décline au quotidien? Alors, je vais parler de l'ancien Founders Programme parce qu'ils en ont sorti un 2.0, donc ça, voilà. je connais moins. Mais en tout cas, la version dans laquelle on était, concrètement, c'est des recrutements de start-up, je crois que c'était 2 fois par an à l'époque. Donc on a accès évidemment aux locaux de Station F avec des desks, donc des postes pour travailler. C'est donc dans l'open space Station F avec toutes les autres startups. On n'a pas forcément de mentor ou d'accompagnement. On est plutôt entre startups avec ce qu'ils appellent des guilds, donc c'est des groupes de startups qui se réunissent tous les mois pour s'entraider. Et surtout, en fait, Station F, ça apporte beaucoup dans la visibilité, dans la crédibilité. Les gens connaissent. Inviter des clients, des prospects, des partenaires à Station F, ça fait toujours son effet. Donc c'est surtout là-dessus que ça a été très intéressant et quelques mises en relation par-ci par-là qui nous ont permis de rencontrer des gens très utiles ensuite. Non, mais c'est vrai qu'il y a une énorme valeur ajoutée à tous ces réseaux, effectivement, à commencer par NYU ou TED, puis effectivement la ruche, Station F. Bon, ça fait quand même une énorme différence. BPI, bien sûr. Voilà, c'est un accompagnement quand même au quotidien, c'est un rayonnement,
ça change un petit peu et peut-être que ça vient gommer parfois aussi ce qu'on te disait Totalement. quand on vous disait que vous étiez un peu jeune, etc. Ça apporte aussi un peu, peut-être, cette crédibilité. Ouais, complètement. Okay. Et puis ensuite, à partir de l'année dernière, 2022, donc là, ça commence à exploser. Une grosse levée de fonds. On fait une levée de fonds très rapidement, effectivement, avec Asterion, qui est un fonds à l'époque qui débutait, qui a donc c'est un fonds impact. Déjà, c'était très important pour nous. Donc là, tu restes vraiment connecté. Hein. Ouais, très la ruche, Asterion, donc un fonds à impact. C'est ça. 100%. C'était dans leur thèse d'investissement. Et en fait, ils ont la particularité, c'est pas vraiment un VC, c'est pas non plus un club deal de business angel. En fait, c'est un entre-deux où ils vont faire passer la due deal et voir si oui ou non ils veulent investir. Et à partir du moment où ils disent OK, on investit, ils proposent le dossier à toute leur communauté de business angels qui est extrêmement quali. Et donc après, c'est aux business angels et à la startup de choisir, entre guillemets, qui on veut faire rentrer dans le tour. Et donc, nous, on a pris on a fait le choix de faire rentrer le plus de monde possible pour avoir accès au plus grand nombre de BA et de réseaux possibles. Donc, on a 50 business angels en tout, qui sont tous réunis dans un véhicule Asterion. Et honnêtement, ça a une valeur ajoutée incroyable au quotidien parce que c'est des experts de la franchise, des CTO, des anciens directeurs innovation de grands groupes. Donc, oui, en fait, tu pourrais te dire que c'est compliqué de faire entrer 50 personnes, 50 business angels dans ton business quotidien, dans tes décisions, mais en même temps, ça te crée une sorte de board augmenté. Tu as un pool de connaissances, d'expertise, de réseau. Dès que tu as un besoin, tu sais quelque part que tu peux te tourner vers un de ces business angels. Quoi. C'est un peu l'idée. Exactement, d'autant plus que pour le coup, c'est Asterion qui a géré toute la partie, et qui gère au quotidien toute la partie relationnelle avec les invests. Donc, c'est pas du tout compliqué à gérer. En fait, ils sont tous dans le même véhicule financier. Il y a un représentant. Et en fait, nous, on se rend pas du tout compte qu'on a 50 personnes dans la table de capitalisation, entre guillemets. C'est qu'une seule entité. Bien fait, ouais. Et donc, cette levée de fonds, ça vous a vraiment permis d'accélérer, de recruter, de développer. C'est ça. Et un an après, vous êtes une dizaine maintenant, c'est ça ? C'est ça, on est 12. Effectivement, la première mission de cette levée de fonds, c'était le recrutement, à la fois tech et sales. C'est un petit peu les deux nerfs de la guerre chez Believe. Et donc, on a recruté des super profils. On est vraiment ravis de l'équipe qu'on a, parce que le recrutement, c'est un vrai challenge. Très difficile. Et pour le coup, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on est tout de suite tombé sur des super profils, à la fois en tech et en sales. Donc, Vous l'avez fait tout seul ? Enfin, vous êtes fait accompagner. Alors, quand je dis accompagner, pas forcément des cabinets de recrutement, mais peut-être justement la communauté, Station F, les business angels, le réseau. Comment vous avez trouvé ces on est passé par des plateformes, des sites en fait qui mettent à disposition des profils. D'accord. Et qui prennent une com sur le recrutement. Ouais. Et en fait, 2 de nos recrutements nous en ont rapporté chacun un. Donc, il y en a 2 qui étaient des co-opts. Ça, c'est fort. Ouais. Et surtout, c'est dans un temps record, quoi. Et ensuite, c'est vous qui les choisissiez. Assez rapidement, ou vous êtes plutôt du genre à prendre le temps, les voir plusieurs fois Ça en tech, faire des use cases. Techniquement, c'est plus facile dans le sens où c'est plus binaire. C'est-à-dire qu'il y a un test technique, il est réussi, il n'est pas réussi. Ouais, ça... À la limite, c'est le CTO, ça c'était David qui gérait ça. Nous, on faisait un call plutôt fit pour vérifier que la personne était rentrée dans l'esprit de la boîte. Donc les techs, c'est allé assez vite pour le coup. Et après, les sales, c'était un peu plus compliqué. Donc là-dessus, on a été aidé par Asterion, justement notre fonds, qui nous a permis d'avoir 2 mentors, dont un qui en fait est vachement sales ops, recrutement, optimisation de l'équipe commerciale, etc. Et donc en fait qui était dans le process de recrutement, qui était une des étapes des entretiens. Comme ça, on avait un avis extérieur qui nous a permis de valider ou d'invalider certains candidats. Pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est toujours important, le recrutement, mais peut-être encore plus quand c'est les premiers recrutements de ta boîte. Quoi. Donc, faut pas se louper. Donc. Après, j'imagine aussi que la vision de Believe
quelque part aider aussi un peu à attirer des candidats et candidates qui avaient ce drive aussi, cette volonté de peut-être travailler dans quelque chose qui a un impact. Donc c'est quelque chose aussi que tu as retrouvé pendant les recrutements? Honnêtement, oui, on a des gens, notamment notre Head of Sales, qui avait quasiment accepté une proposition autre part, qui s'était dit, bon, je fais un dernier entretien juste pour le principe, et qui en fait s'est dit, mission, ça a un impact, c'est quelque chose que je veux poursuivre. Et donc effectivement, ça a beaucoup aidé dans le process de recrutement, parce que la majorité était déjà à fond dans le projet, et parce qu'en fait ça concerne tout le monde, les tickets de caisse, et ça l'intéresse, c'est que tout le monde peut s'y retrouver un petit peu. Le seul bémol que je mettrais quand même, c'est que c'est très compliqué de trouver des femmes. Sans tomber dans l'extrême de dire je veux que des femmes, donc c'est bête, c'est pas là-dedans qu'on a envie de finir, mais on a vraiment eu du mal pour un produit assez tech. Alors dans la tech, j'en parle même pas, les devs, on en a peut-être eu 2 en entretien sur les 40 qu'on a vus. Très compliqué, et en plus très convoité, donc forcément compliqué de les convaincre aussi, et même côté sales, c'était pas facile, donc je me suis vraiment dit que pour les prochaines vagues de recrutement, il faudrait qu'on s'organise mieux pour prendre ce problème en avance et réussir à trouver plus de femmes. Après, c'est aussi un message qui peut se passer, c'est qu'il y a une énorme opportunité, une place à prendre pour les jeunes étudiantes qui souhaitent devenir développeuses, ingénieurs, parce que en fait, elles sont encore peu nombreuses aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de... Parce que tu n'es pas la seule, effectivement, à souhaiter recruter des femmes, beaucoup plus de femmes. Mais toi, la première, tu es confrontée à cette difficulté, ne serait-ce que de trouver des femmes, alors, dans l'univers des développeurs, mais pas que. En tout cas, dans l'univers tech, en général. Ouais. Mais d'accord, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça doit faire partie, effectivement, des objectifs. C'est un objectif que tu te fixes, que vous fixez, que vous essayez d'optimiser au maximum. Quoi. Clairement, ça c'est sûr. Et donc aujourd'hui, vous avez combien de clients là? Aujourd'hui, on est à plus de 450 clients. 450 clients, ah oui. Ouais. On a vraiment de tout en termes de taille, d'enseigne, d'industrie. Comme je disais, à partir du moment où il y a une caisse, nous, c'est bon. Ouais. Donc, on a commencé vraiment sur les petits commerçants. Là-dessus, pareil, il y avait de la beauté, du sport, du CBD, plein de choses différentes. D'accord. Et ensuite, on a switché sur la franchise. Donc, voilà, des réseaux de 10 à 200, 300 magasins, par exemple. Et là, on est... Voilà, sur ce segment-là, donc on a des clients comme French Coffee Shop, c'est une chaîne de coffee shop de 50 magasins, voilà, des chaînes un peu plus grosses qui permettent forcément, avec un interlocuteur, d'avoir un plus gros parc derrière. Tu vas voir la centrale d'achat. C'est ça, le siège, ouais. Voilà, le siège. Mais par contre, ça reste quand même une décision que chaque franchise doit prendre. Ça dépend ça dépend. Non, là, les réseaux que tu as cités ont pu déployer, une fois que vous aviez signé un contrat ensemble, dans toutes les franchises. Oui, absolument. Okay. Ça dépend, pour le coup, c'est vraiment en fonction de chaque réseau et de l'organisation qu'ils ont, et de savoir si est-ce que c'est un budget marketing, est-ce que c'est un budget tech. Donc dans certains réseaux, ça va être à la charge du franchisé, dans d'autres, ça va être dans les fees. Donc ça dépend vraiment. C'est vrai que on n'en a pas encore parlé, on n'a pas parlé du business model, mais on a parlé du fait qu'il y avait plusieurs avantages, et tu as raison, ça peut être alloué tout à fait un budget marketing. La visibilité dont on parlait tout à l'heure, la fidélisation, ça peut clairement faire partie du budget marketing. Le business model aujourd'hui, vous êtes donc sur un modèle assez classique d'abonnement. Exactement. Okay. Et c'est un abonnement qui est fixe, quelle que soit la taille du réseau, ou comment ça fonctionne? Vous adaptez C'est la variable, entre guillemets, ça va être le nombre de magasins. Et ou le nombre de caisses. Mais en fait, on n'a pas de variable au nombre de tickets ou au nombre de scans. C'est vraiment fixe, peu importe le nombre de scans. Okay. Et donc, effectivement, c'est très simple à mettre en place. Donc, c'est peut-être aussi ça qui facilite vos négociations avec
les centrales d'achat des franchises, parce qu'en réalité derrière ça se déploie. Comment ça se déploie? Ça se déploie extrêmement vite, enfin, c'est instantané quasiment. Non, c'est ça, il y a un travail en amont qui est le nôtre d'intégrer le logiciel de caisse. Après, c'est un travail qu'on a fait depuis, qu'on fait au quotidien depuis 2 ans, donc on en a plus de 50 aujourd'hui, dont des gros acteurs comme Cegid, donc on commence à couvrir une bonne partie du parc. Et vous êtes intégré avec plus de 50 logiciels de caisse. Exactement. Donc ça commence à bien couvrir le marché, ok. C'est ça. Et donc on a de moins en moins de problématiques à intégrer de nouveau, puisque on couvre quand même beaucoup de logiciels différents. Quel que soit le secteur d'activité. Peut-être que vous avez ciblé dans un premier temps, je ne sais pas, la restauration peut-être ou... Non, il y a de tout. Comme nos clients en fait. Okay. On intègre à la demande client, on ne fait pas trop d'intégration en avance. Donc si on intègre, c'est qu'il y a un client, et donc c'est dans toutes les industries. C'est l'opportunité qui va déclencher l'intégration et puis le déploiement. C'est ça. Okay. Et donc à partir du moment où on est intégré au logiciel de caisse, il y a une petite manip à faire côté Customer Success, donc chargé de compte chez nous. Donc, par exemple, prendre le numéro de la caisse et le rentrer dans notre base interne. Et en fait, c'est automatiquement connecté directement. Et après, il suffit de poser le QR code, d'afficher le QR code, et c'est tout, quoi. Donc c'est assez simple. C'est génial. Une simplicité enfantine à la fois pour le commerçant et ensuite, on l'a vu tout à l'heure aussi, pour le consommateur, quoi. Ok. Bon, bah écoute, c'est extraordinaire. Donc là, vous avez un boulevard devant vous, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrents sur le créneau du ticket dématérialisé peut-être, mais avec ce que vous proposez comme autre valeur ajoutée, comme on l'a dit, sur la communication, la visibilité, la fidélisation, avec cette facilité et puis déjà cette avance, intégrée avec plus de 50 éditeurs de caisse, là vous avez une belle opportunité, quoi. C'est sûr qu'on était... on est les plus avancés sur ce créneau de tickets de caisse 2.0, on va dire. Il y a les acteurs assez bien établis de tickets par mail, forcément. Mais effectivement, je pense qu'il faut pas non plus s'endormir, parce qu'avec la loi, l'opportunité, donc de plus en plus d'acteurs. Mais effectivement, nous, la stratégie, dès le début, ça a été de mettre des barrières à l'entrée avec les intégrations techniques et les partenariats techniques. Et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a 5 à 10 fois plus de logiciels que nos concurrents. Et donc 5 à 10 fois plus de potentiel d'intégration Sachant que magasin. Ça prend quand même un petit peu de temps, quoi. Ça se fait pas en 2-3 jours, quoi. Ça, c'est clair. Et on a un très bon CTO, enfin David est vraiment très très bon là-dessus, donc, et une super équipe technique. Donc ils nous aident beaucoup, et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire ça. Donc c'est quand même un peu maintenant que ça se joue. Vous avez un peu d'avance. Il y a la loi qui va se mettre en place là, dans quelques mois. Mais donc c'est quand même maintenant que ça se joue et qu'il faut aller le plus vite possible. C'est ça. Comment vous faites pour aller le plus vite possible à partir de maintenant? Donc pour conquérir le plus de clients, petits ou grands, en France, à l'étranger, voilà, la tentation de partir un petit peu dans toutes les directions est forte. Comment vous faites pour garder le focus? C'est quoi votre stratégie pour aller le plus vite possible et conquérir le marché? Je dirais que la première chose, c'est quand on a fait ce shift sur les réseaux, les chaînes de réseaux franchises, on s'est vraiment concentré sur cette liste-là d'enseignes, parce que en fait, c'est un avantage et à la fois un inconvénient de dire qu'on est compatible avec tous les magasins qui ont une caisse, parce qu'il faut prioriser et il faut savoir que vendre à un petit commerçant, c'est pas vendre à Carrefour. Et donc, première chose, c'était de segmenter et de prioriser et de choisir où est-ce qu'on allait. Et donc là, on a une vision assez claire de la franchise. On commence à bien connaître l'écosystème, à participer à des événements, à des salons. Les gens commencent à nous connaître aussi. Et en fait, avec les premiers clients franchises qu'on a signés, l'idée, c'est de montrer aux autres que ça marche, de faire un peu du referral, etc. Donc je pense que la stratégie, c'est de vraiment se concentrer sur ce qui marche. On a vraiment compris comment fonctionnait la franchise, et donc réussir à accélérer là-dessus, et techniquement de continuer à nouer des partenariats stratégiques en termes de POS, de TPE, de plein de choses, de bornes de commande, etc. Tout en adressant aussi quelques grands comptes en parallèle. Bon, ça prend un peu plus de temps, c'est évident, mais ça peut apporter une très grosse crédibilité. Vous en avez signé quelques-uns déjà. Vous êtes en train de
Vous travaillez quand même pas mal le secteur grand compte aussi. C'est ça, c'est plus en parallèle en fait. C'est de l'investissement pour le plus long terme parce que c'est des discussions qui sont très longues effectivement. Un grand compte qu'on a signé, c'est Westfield, les centres commerciaux. Ah ouais, quand même. Donc en commençant par les halles. Alors là, c'est un cas un peu particulier parce qu'en fait, on a signé avec Westfield et on doit aller installer la solution dans les magasins de Westfield. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas comme une enseigne classique, mais c'est d'autant plus intéressant parce que ça nous permet de toucher plein de nouveaux magasins, nouvelles cibles qui peut-être sont des franchises et donc tu peux remonter. Exactement. Superbe. Ok. Donc joli. Et ensuite sur les plus petits commerçants, donc on a parlé des franchises, les salons. Est-ce que vous avez aussi une stratégie marketing pour générer des leads, de la visibilité et faire venir à vous un peu des clients potentiels? Sur LinkedIn, on a pas mal de visibilité. Il y en a beaucoup qui nous voient sur LinkedIn, qui ensuite font des demandes entrantes. Donc on a quand même un certain taux d'inbound. Et c'est surtout des gros leads en fait. Donc c'est assez intéressant. Des chaînes de 700 ou 800 magasins qui nous contactent directement. Donc, c'est beau ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et ce qui marche bien aussi, ça a été la visibilité dans les médias. Parce que l'intérêt, c'est que ça parle beaucoup de tickets de caisse en ce moment avec la loi. Et donc, voilà, des plateaux télé, des articles, etc. Il y en a beaucoup qui le voient. Et puis, la semaine d'après, on voit qu'il y a des demandes entrantes. Donc, c'est super utile. Et volonté de te concentrer dans un premier temps sur la France pour vraiment, voilà, comme on le disait, conquérir le marché le plus vite possible et bloquer un petit peu tes concurrents, ou en même temps commencer un petit peu à tâter le terrain dans d'autres pays, étant donné que tu parlais de Cégide, voilà, ça vous ouvre la porte aussi à plein d'autres marchés. Comment vous positionnez par rapport à ça? Effectivement, en termes de chasse et de priorité, ça reste la France. Après, on a été sollicité pour d'autres pays. Donc, par exemple, on va déployer en Suisse normalement bientôt. Super. Et en fait, l'intérêt du QR code, c'est que ça marche partout. Donc à part traduire l'interface, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc effectivement, on se concentre sur la France parce qu'il y a la loi, parce qu'on est en France, donc c'est plus facile. Mais de plus en plus, il y a des gens qui commencent à nous proposer soit des enseignes, soit des gens, des utilisateurs qui nous recommandent ou qui nous posent cette question. Donc on nous en parle beaucoup et effectivement, c'est quelque chose d'assez facile. Si une enseigne a Cégide en Pologne, ça marchera tout autant qu'en France, quoi. C'est intéressant, ça ouvre plein de possibilités. Alors il y avait aussi un autre sujet dont je voulais parler avec toi, on rejoint un petit peu quand même ton dada networking, entrepreneurial, également l'entrepreneuriat féminin, donc tu fais partie de la communauté Sista. Absolument. Depuis combien de temps? On a rejoint le programme qui a commencé, c'était en septembre ou octobre de l'année dernière. Et c'est un programme de 9 mois en partenariat avec la FDJ. Et donc Sista, en fait, c'est une communauté qui a pour but de mettre en valeur les femmes dans le financement des startups. Donc tous les ans, ils font une étude avec le BCG qui montre l'écart qui reste abyssal dans le financement. Donc ils ont vraiment une mission sur le côté levée de fonds et formation et mise en avant. Mais ils ne sont pas VC particulièrement. Alors ils ont créé un fonds en parallèle qui s'appelle le Sista Fund, mais qui est lié, mais qui n'est pas l'organisme, l'association en fait qui fait les programmes d'incubation. Parce qu'à la base, c'est une communauté pour vous aider. Ouais. D'accord. À pitcher, à lever des fonds, utiliser leur réseau. C'est ça. Et ils ont une charte en fait d'engagement qui font signer à certains VC, et donc il y a un certain nombre de VC qui fait partie de la charte Sista, et donc qui doit respecter un certain quota d'investissement dans des projets fondés ou cofondés par des femmes. Super. Donc c'est bien parce que ça permet de parler à des VC qui sont un petit peu éduqués entre guillemets sur le sujet. Nous chez Believe, on a eu beaucoup de chance sur ça avec Asterion. On n'a jamais eu de problème où ça n'a jamais été un frein. Je pense au contraire, à mon avis. Mais c'est vrai que dans des entrepreneuses de Sista que j'ai rencontrées là-bas, j'ai entendu des histoires absolument dingues de VC qui posaient des questions complètement à côté de déplacées. La plaque. Voilà. Donc ça reste vraiment un problème, et les stats sont assez effrayantes, mais Sista est là pour aider dans ce sens. C'est beau. Non, c'est bien sûr, ça doit t'aider, ça doit vous aider, et probablement que vous allez préparer peut-être une prochaine levée de fonds pour accélérer.
Mais au-delà de ça, c'est aussi un engagement personnel. Et on sent que tu as quand même ces convictions personnelles fortes qui te poussent à avancer, à t'investir. Donc, et c'est peut-être aussi pour ça que tu as été repéré aussi par Forbes, 2 reprises. Donc, à la fois parce que, dans un premier temps, je crois ils t'ont identifié comme une des 40 femmes influentes. Et ensuite, tu as fait partie du classement 30 Under 30. Donc, à la fois en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Écoute, je suis très honoré de t'avoir aujourd'hui, alors. Et ça a changé beaucoup de choses. Comment ça s'est passé, en fait, je dirais cet événement un petit peu communication, ça t'a apporté quelque chose, Honnêtement, ça a beaucoup apporté, comme je disais tout à l'heure, par rapport au tout début de Believe avec Station F, de crédibilité. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu passer sur LinkedIn, qui ont vu le magazine, qui étaient là à l'événement. Donc des gens avec qui on discutait au quotidien, des logiciels de caisse avec qui on négociait pour s'intégrer, qui me faisaient la remarque ah, j'ai vu passer. Donc, bêtement, c'est pas du tout une fin en soi, et c'est super, mais voilà, c'est pas le quotidien de la start-up. Mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé dans la crédibilité, et d'autant plus tout le côté jeune, etc. Ça montre que voilà, on n'est pas, c'est pas un exposé quoi, de la start-up. Et ça s'est passé comment? Ils t'ont contacté, vous avez eu des échanges? Oui, en fait le journal sort et on nous demande une photo un peu en avance, donc on se doute qu'il y a... Ah d'accord, ils ont pris une décision, ils te contactent, ils t'informent, quoi. C'est ça. Et il y en a qui l'ont appris dans le magazine, en fait, qui n'étaient pas du tout au courant, et quelqu'un qui les appelle en disant « Oh, regarde !» C'est vrai. Ah d'accord. Je pensais qu'il y avait des échanges, des rencontres, tu vois, une sorte de sélection pour affiner un petit peu leur... Non, ils le font sur le dossier, sur le LinkedIn, sur le profil qu'ils trouvent. Écoute, c'est super. Félicitations. Merci beaucoup. Écoute, Léna, merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? On a parlé de plein de choses passionnantes, mais peut-être que tu as un dernier mot. Je dirais que c'est important de continuer à soutenir et à mettre en avant les startups à impact. Je pense que c'est quelque chose... J'espère que ça va devenir très rapidement la norme. Et d'autant plus les startups fondées ou cofondées par des femmes. Je pense que c'est quelque chose qui est mis en avant, mais encore pas assez naturellement en tout cas. Donc voilà. Absolument. Écoute, merci, un grand merci. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt.